Merci infiniment à l'accueil que vous réserverez à mon nouvel oracle du Scarabée d'Or aux éditions Erol, à retrouver en librairie ou en ligne. Il est magnifiquement illustré par l'artiste Izumi Idoya et il contient 44 cartes pour cheminer, ainsi que des explications, des rituels associés qui sont proposés dans son livret d'accompagnement qui fait 240 pages. Vous aurez également la possibilité de noter vos ressentis et vos guidances personnelles grâce au très mignon carnet qu'il contient, voilà, pour toutes vos notes. Cet oracle est divisé en 4 grands thèmes, avec 11 cartes à chaque fois, avec des symboles, des grandes figures messagères, des inspirations et des blessures émotionnelles. Il vous permettra de cheminer, je l'espère, pour renaître, être et devenir. Il est préfacé par la merveilleuse Natacha Calestrémé et vous pouvez dès à présent retrouver l'Oracle du Scarabée d'Or qui est publié aux éditions Erol chez votre libraire préféré ou en ligne. Merci beaucoup. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Autant vous le dire tout de suite, mon invitée est une multipotentielle. Elle aurait aimé être thérapeute et elle a choisi de transmettre et de penser le monde d'une autre manière, à la manière d'une passeuse. Elle est de l'ordre de celles qui transmettent sur les liens, mère-fille en particulier, mais aussi intergénérationnels et sur l'amour. Réalisatrice à succès, scénariste, productrice et romancière, elle transmet pour nous faire du bien, pour nous soigner, justement. Connue pour ses films cultes comme LOL ou Mon bébé ou le biopic de Dalida, mais aussi des courts-métrages et des documentaires engagés comme 14 millions de cris. Elle est aussi une fervente défenseuse du droit des femmes et a publié, là encore, des livres engagés comme Ensemble contre la gynophobie, mot qu'elle a inventé d'ailleurs et nous y reviendrons. Ou bien ce roman qui tout juste vient de paraître en poche, La vie en ose, un roman sur les femmes de plus de 50 ans qui sont souvent soumises au regard de la société. Je suis absolument ravie de recevoir dans Métamorphose la guerrière de lumière, Lisa Azuelos. Bonjour Lisa. Bonjour. Alors, tu dis avoir parcouru un long chemin de développement personnel. Pourquoi cette quête de soi et de sens? J'imagine qu'elle prend source aussi évidemment dans ton histoire personnelle, comme tout à chacun. Oui, je me rappelle de ce moment, j'avais 10 ans. À l'époque, j'habitais chez ma mère. Et j'ai très peu de mémoire de mon enfance. Peut-être que j'ai 2 polaroïdes par an de mon enfance, et c'est tout. Donc j'ai vraiment comme un grand blanc. Mais ce moment-là, je m'en rappelle, j'avais 10 ans, j'étais dans ma chambre, il y avait beaucoup de livres, parce que je lisais énormément. Et je me suis dit, si je m'occupe pas de moi, je vais devenir folle, comme mes 2 parents à l'époque. Ouais. C'est ça que je pensais. Qu'est-ce que tu aimes transmettre, toi qui aimes transmettre les liens justement, et en particulier les liens mère-fille, puisque tu as réalisé beaucoup de films sur ce thème? En fait, je pense que j'aime transmettre l'amour. En tout cas, j'aime rappeler les gens à l'amour qu'ils sont. Et les gens veulent avoir de l'amour, mais ils oublient qu'ils sont l'amour. Et moi, j'aime bien leur rappeler. Parce que la première que j'oublie dans cette histoire-là, souvent c'est moi, je me mets en colère, etc. Enfin bon, mais j'aime rappeler les gens à l'amour. Et je m'interdis même de faire des films ou d'écrire des choses sur d'autres thèmes que ça. Tu as eu besoin, toi, d'y revenir à l'amour, de te le rappeler à toi-même? Dans la mesure où j'en ai été vraiment très, 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 très privée, à un âge où, normalement, on est censé le recevoir pour justement avoir la force de tenir debout et d'aller de l'avant, puisque quand on est bébé, on est allongé, on n'arrive même pas à mettre ses 2 pieds par terre. Donc, il faut beaucoup d'amour déjà pour passer de petit bébé allongé à les 2 pieds sur terre, quand on dit avoir les 2 pieds sur terre. Et pour ça, c'est quasiment que de l'amour. C'est vrai qu'il faut être nourri de lait, de petits biscuits, de je sais pas quoi, mais il faut d'abord être nourri d'amour. Et quand on n'a pas cet amour-là pour grandir, pour pousser, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'au départ, moi, j'ai été puisée dans ce manque d'amour
C'est Jean-Yves Leloup qui m'avait fait comprendre ça. Il avait dit, en fait, plus le manque d'amour est grand, plus ça creuse un bol, mais plus ce bol est capable de recevoir. Et donc, je me suis toujours vue comme un bol très creux, mais capable de recevoir et donner beaucoup d'amour. C'est beau et touchant. Je viens d'avoir un contact très récent avec Jean-Yves Leloup pour une interview. Alors, ça me touche aussi que tu parles de lui. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ouais. C'est vraiment mon maître. C'est vrai ? Oui. Je savais pas. C'est vraiment l'homme qui m'a tout appris dans ce dont j'avais besoin, en fait. J'avais besoin d'apprendre des choses et il m'a tout transmis, tout appris. J'ai fait beaucoup de stages avec lui. C'est un ami aujourd'hui et c'est quelqu'un qui a une parole tellement ouverte. Tu vas vivre un moment merveilleux. J'en doute pas. Qu'est-ce qui t'a transmis de très fort, justement ? Justement, il m'a transmis ce lien à l'amour. Il m'a rappelé à l'amour à une époque. J'étais en train de divorcer. L'amour, pour moi, c'était quelque chose qui était en train de se disloquer. Et il m'a rappelé qu'on n'était pas... Tout comme quand on est malade, on n'est pas la maladie. Quand on est en train de divorcer, on n'est pas la fin de l'amour. Donc, il y avait quelque chose de très fort. Il m'a relié vraiment à une conscience, à moi-même. Il m'a... Voilà, c'est un homme qui guérit juste de l'entendre, en fait. Oui, sa présence. Tu t'es sentie aimée, justement, par lui, par sa présence ? Oui. Oh, il a une présence aimante incroyable, mais au sens christique, c'est-à-dire que il y a aussi une part... T'as dû remarquer chez les gens que tu interviewes, les gens qui sont justement qui transmettent beaucoup d'amour. Aussi, c'est des gens très justes qui ont comme un sabre pour trancher le vrai du faux, le bullshit en fait d'une certaine forme de vérité ou de légèreté ou de joie. On peut pas se permettre de trimballer trop de casseroles quand on a envie d'être un peu plus libre. Oui, et puis de transmettre la parole aussi. Oui. Il t'a transmis une forme de foi ou tu l'avais déjà ? Je pense que j'ai toujours eu la foi. J'ai toujours été élevée de manière très religieuse. Alors, avec ma mère et même avant ma mère, quand j'étais en pension, j'étais mise dans un presbytère, donc on allait s'occuper des églises. Mon petit terrain de jeu, c'était le petit cimetière à côté. J'ai toujours traîné dans les églises, j'ai toujours adoré être dans les églises. Je m'y sens extrêmement bien. À l'âge de 12 ans, je suis partie chez mon père qui est vraiment très pratiquant juif. Donc, j'ai pratiqué beaucoup la religion juive. Et puis, quand j'ai eu le choix, je me suis mise à pratiquer le bouddhisme. Donc, j'ai rencontré tout de suite beaucoup de thèmes religieux. J'avoue que pour l'instant, je me suis arrêtée à Jésus, c'est-à-dire que j'aime pas trop ce qui se passe avant, j'aime pas trop ce qui se passe après, mais lui... voilà, si je devais faire un retour en arrière en voyage dans le temps, j'irais à ses côtés 5 minutes voir vivre ça, quoi. C'est vrai que... Merci pour le frisson. Et ça, c'est aussi quelque chose, je ne savais pas, qui nous relie. Cet amour du Christ et que tu as trouvé, j'imagine aussi, évidemment, à travers Jean-Yves Leloup. Oui, absolument. C'est quelqu'un qui m'a rappelé non seulement au Christ, mais aussi à Marie-Madeleine. C'est-à-dire que moi, je me sens très, très proche de Marie-Madeleine. Je suis évidemment persuadée d'être sa réincarnation. Mais il m'a emmenée, tu vois, à la Sainte-Baume. Et puis, quand je suis arrivée là-bas, dans la grotte... Alors, c'est vrai qu'ils l'ont un peu Disneylandisé, hein. C'est plus tellement ce que ça devait être à l'époque. Mais comme j'étais avec Jean-Yves, il m'a montré un peu le backstage de cette grotte. Et je suis arrivée là-bas et puis je me dis, c'est sympa. Ah oui, finalement, c'est beau, c'est bien. Puis voilà. Et puis, il me dit, assieds-toi 2 minutes, assieds-toi. Et je m'assois comme ça. Et tout à coup, vraiment, les larmes ont coulé de moi. J'étais pas du tout triste. C'était simplement des larmes que je recevais. C'était très étrange. J'ai été comme lavée de plein de peines, de plein de peines que je ressentais même pas avant d'arriver, tu vois. Et ça a été vraiment merveilleux. J'ai pleuré comme ça, mais j'avais même pas de son qui sortait. C'était que de l'eau qui coulait de mes yeux. C'était une eau différente de la tristesse. Et puis il m'a simplement regardée et il m'a dit... ça fait longtemps que t'attends cette rencontre. Et je me suis rendu compte vraiment que l'énergie Marie-Madeleine Christ, c'est quelque chose qui est très fort en moi.
Mais c'est aussi la réunion du masculin et du féminin, c'est la réunion du juif et du chrétien, c'est la réunion de plein de choses. Donc c'était très important. Qui elle est pour toi aujourd'hui, justement, Marie-Madeleine, dans l'inconscient collectif, et qu'est-ce qu'elle peut venir nous dire aujourd'hui? Marie-Madeleine, c'est vraiment la femme qui est transformée par l'amour. Et cette image, elle est incroyable quand on est petit. On dit, oh là là, quand même, elle lave les pieds du Christ avec ses cheveux. Tu te rends compte? Moi, j'ai aimé quelques hommes, hein, mais je sais pas si j'aurais eu la bonté de me mettre à genoux et de leur laver les pieds avec mes cheveux. Tu vois, il y a quelque chose d'extrêmement doux et en même temps soumis et en même temps magnifique de pouvoir faire un tel geste. Et je pense que c'est une femme qui, comme toutes les femmes libres, est traitée de prostituée dans la littérature et dans l'inconscient collectif. Donc voilà, quand on est une femme libre, c'est qu'elle a expérimenté, c'est quelqu'un a priori qui avait beaucoup d'argent, qui était libre parce que justement elle avait cet argent et qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. En même temps, elle faisait ce qu'elle voulait avec sa sexualité. C'est pour ça qu'on dit d'elle que c'est une pute. Et en même temps, elle voit cet homme. Elle est touchée directement par son cœur et elle est immédiatement et instantanément transfigurée par l'amour. Et à partir de là, elle ne vit plus que par et pour l'amour. Et faut pas oublier que la religion catholique n'est possible que parce que elle et elle seule a su voir le Christ une fois qu'il était mort. Et c'était à elle qu'on doit cette sensation qu'après la mort, la vie peut continuer. Si elle ne voit pas avec les yeux de l'amour le fait que la vie se perpétue, c'est pas les apôtres qui l'auraient vu. Donc voilà, c'est le féminin qui permet de voir l'invisible et de voir la vie, même là où soi-disant elle n'est plus. C'est fort ce que tu dis, j'en suis sortie de mon interview tout absorbée à l'émotion que tes paroles viennent de susciter en moi. C'est comme si elle se réactualisait tellement pour notre époque dans ce que tu dis, que ces paroles étaient venues pour notre temps, alors que c'était il y a plus de 2000 ans maintenant, ce qui s'est joué à ce moment-là. Ah oui, il est temps de voir l'invisible, hein, ça je te le confirme. Qu'elle peut être pleinement entendue maintenant, avec tout ce qui se passe au niveau des femmes, évidemment, de MeToo, etc. Que cette idée de cette femme à la fois tellement libre, mais tellement aimante, pouvait être entendue et ne pouvait pas forcément l'être avant. Mais la grande différence entre Marie-Madeleine et MeToo, ce serait d'ailleurs un livre intéressant à écrire, Marie-Madeleine chez les MeToo. Un très bon titre de livre. Ça peut même m'inspirer. C'est justement ce rapport à l'amour. J'entends pas beaucoup parler d'amour avec le féminisme, et Dieu sait que je le dis souvent, je dis j'ai été une des premières à allumer les mèches et à faire sortir les bombes, parce que j'étais très en colère, et je pense que le féminisme part d'une colère saine et juste, qui est de dire on est 50% de l'humanité, comment ça se fait qu'on soit traité encore comme si on était des sous-humains? Et cette colère, elle est juste pour tous les gens aujourd'hui qui sont traités comme des sous-humains. En revanche, c'est pas parce qu'on est traité comme un sous-humain qu'il ne faut pas se battre pour et par l'amour. Et aujourd'hui, malheureusement, le féminisme se coupe beaucoup de son lien à l'amour, à la mer, à la terre, à la joie. Et ça, je le regrette infiniment. Comme si, en fait, si on osait parler d'amour, on se renvoyait à cet éternel féminin qu'on essaye de mettre de côté parce qu'il est trop, effectivement, de la femme soumise, romantique, etc. Et comme si l'amour, ça allait avec ça. En fait, le problème de l'éternel féminin, c'est qu'on n'a jamais parlé de l'éternel masculin, en fait. Et c'est ça qui va pas. C'est pas qu'il y a un éternel féminin, parce que c'est merveilleux d'être féminin, et c'est merveilleux d'être éternel, tout le monde le veut. Ce qui est dommage, c'est qu'en face, on n'est pas un éternel masculin. Et tant que on n'est pas... Je pense, et puis la biologie le dit, c'est par les femmes que naissent les hommes. C'est-à-dire que tous les êtres humains, d'abord, logent dans notre utérus. Alors moi, ce qui me fait très peur, c'est pas le changement climatique, c'est le changement utérin. C'est-à-dire que à partir du moment où on va trouver l'utérus artificiel, eh bien, on va sortir de cette matrice utérus qui est vraiment
bon, tous les jeunes qui ont vu The Matrix, ils savent ce que c'est qu'une matrice. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'arrive pas à recréer un utérus artificiel parce qu'il y a tout ce qu'on ne voit pas, tout l'invisible de l'utérus et de la matrice qui crée la vie. Et c'est dommage que le féminisme se relie pas plus à cette matrice extraordinaire qui est la matrice du monde et qui est aussi par là d'où sont créés les hommes. Il faut pas oublier que ces hommes, ils sortent de nous et que s'il y a une telle violence, il faut aussi aller voir de notre côté à nous, qu'est-ce qui a pu provoquer ça, qu'est-ce qui a pu créer ça. Et ça, c'est intéressant à se poser comme question. Oui, c'est une matrice qui est tellement aussi initiatrice, hein, ce passage quand même incroyable et qui donne aussi toute sa puissance, aussi évidemment à la femme, au féminin. Alors c'est drôle parce que comme moi je suis beaucoup aux États-Unis, j'adore ce mot de puissance. Sauf qu'aux États-Unis, pouvoir et puissance, c'est le même mot, c'est power. Ils n'ont pas un mot qui distingue la puissance du pouvoir. Et je trouve justement que ce qui est en train de se passer aujourd'hui et ce sur quoi on bute, c'est un petit peu de passer du pouvoir à la puissance. Parce que, alors il y a ce mot de empowerment, donc maintenant on parle de l'empowerment des femmes, etc. Parce qu'il n'y a pas de mot. Et certains disent même l'empuissancement. Donc alors, maintenant on parle d'empuissancement, mais c'est comme enjoy en anglais. Un jour on m'a dit comment tu traduis enjoy en français? Et j'ai dit en fait tu ne traduis pas, ça n'existe pas, c'est enjoie-toi. Tu vois ça le fait pas. Et bizarrement ça n'existe pas. Et cet empuissancement, c'est de ça qu'il s'agit, mais pas que pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. Parce que je pense que s'il y a une telle violence et un tel combat homme-femme, c'est parce que il y a cette peur de l'impuissance. Il y a cette peur de l'impuissance chez les hommes, et on sait ce que ça veut dire, mais il y a aussi cette peur de l'impuissance chez les femmes. Et en fait, c'est deux peurs de l'impuissance qui sont en train de se combattre pour cacher cette peur de l'impuissance, alors que ils pourraient simplement chacun se relier à leur propre puissance, et là, ça ferait tout à coup un cocktail magique, quoi. Et Jung invitait à ça, à passer vraiment à passer ce processus pour aller vers l'individuation. Et il disait en particulier, c'est certainement plus difficile pour l'homme, parce qu'effectivement, il a ce double chemin à faire, de se séparer aussi d'abord de la mère, ce que la femme a moins à faire. Mais la femme a du mal à aller vers son yang, à aller vers le père, vers toute sa partie masculine, parce que justement, souvent, elle est traitée d'ambitieuse, de pute, enfin, tout son côté yang l'amène à faire des choses où elle est souvent jugée en tant que femme. Le mythe de la mauvaise mère, c'est encore quelque chose qui est très, très, très fort chez la plupart des femmes que je connais qui ont des enfants. Le pire qui pourrait leur arriver, c'est qu'on leur dise t'es une mauvaise mère, et elles ont l'impression que si elles vont chercher ce yang, cet animus, cette espèce de force vitale un peu masculine qui fait aussi des choses merveilleuses, les conquêtes, la force, le courage, des choses comme ça, elles ont l'impression qu'elles vont perdre la douceur, l'accueil qui fait la bonne mère, la bonne femme. Pour nous, c'est compliqué souvent de mélanger, de se dire bon, si je suis pas la mère de quelqu'un, si je suis pas la femme de quelqu'un, qui je suis, pour qui je me lève, etc. Bon, bref. Et c'est vrai que l'homme, il a ce chemin à faire tout petit, de se dire je ne suis pas celle que j'adore et celle par qui je suis née. Il faut donc que je me coupe de ce féminin-là. Et le fait de se couper de ce féminin-là pour pouvoir se trouver en tant qu'homme, en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on peut se trouver en tant qu'homme sans pour autant renier la part de la femme qui est en eux, parce qu'elle est forcément en eux, puisqu'ils viennent de nous aussi, quoi. Comment tu as fait, toi, pour trouver ces parts-là en toi? Si tu as le sentiment qu'aujourd'hui, elles sont plus équilibrées ou moins polarisées, on va dire plutôt? Elles sont un tout petit peu moins polarisées. Moi, j'ai tendance à être un homme, bizarrement. T'as une énergie plus yang, on va dire. Hein, moi, je ressens ça. Moi, j'ai ça aussi en moi, donc je le ressens chez toi. Souvent, je le dis, j'adore être un homme. Je trouve ça, c'est vrai, je comprends. En tout cas, je les comprends qui veulent pas lâcher cette place-là. Souvent, je dis, c'est un peu comme si on leur demandait, ils sont en business, et puis on leur dit, allez, hop, 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 tout le monde en écho, c'est à nous maintenant la business. Je comprends qu'on n'ait pas envie, de changer de classe à bord de l'avion. L'idée, c'est que
tout l'avion soit un avion business. C'est pas que eux ils ont l'impression qu'ils vont aller en écho tout à coup, qu'ils vont avoir les genoux pliés, qu'ils pourront plus respirer, et il y a beaucoup d'hommes qui le vivent comme ça d'ailleurs, cette montée du féminisme justement dans tout ce pouvoir, parfois cette violence, cette revendication, etc. Mais pour moi c'est un long chemin d'aller vers la femme, c'est très dur. Parce que ça demande d'avoir confiance qu'on va pas se faire mal, que quelqu'un va pas vous faire du mal. Et moi, malheureusement, dans mes cellules, j'ai pas encore cette confiance-là complètement installée. Ça vient de plus en plus avec l'âge, avec l'apprentissage, avec la méditation, avec plein de choses. Mais c'est difficile d'avoir confiance jusque dans ces cellules. Tu crois que ça vient aussi chez toi de cette part manquante liée au lien à ta mère, Marie Laforêt, actrice et chanteuse bien connue aussi. Tu as écrit sur le sujet, ou pas forcément finalement? Si, je pense que le premier justement, et c'est en ça qu'on a un rôle extraordinairement fondateur et fondamental, je pense que le premier lien à l'amour, c'est le lien à la mère. Enfin, je suis pas la seule à le penser, ni à le dire, c'est biologiquement la réalité. Et il y avait quelqu'un, à un moment, un guide, une femme qui était venue me voir et qui m'avait dit « La seule chose qui donne le courage à un petit bébé quand il sort de cet endroit merveilleux qui a été le ventre de la mère, où il a été autonome, où il a été aimé, où il avait rien d'autre à faire que d'être. » Enfin, c'est quand même 9 mois de plénitude extraordinaire, même si la mère vit des choses compliquées à l'intérieur du ventre de la mère, c'est quand même un peu le paradis sur terre. Et puis on en est éjecté, c'est un peu ce que raconte la Bible, on en est éjecté et c'est un choc atroce, c'est-à-dire qu'on a été un espèce de poisson dans l'eau et tout à coup on est brûlé par l'air qui c'est pour ça que les bébés pleurent, l'air leur brûle les poumons quand ils arrivent, on doit devenir humain parce que tout à coup on a ces alvéoles des poumons qui sont remplis d'air et ça brûle la première fois. Et puis il y a cette lumière, et puis il y a cet air, et puis il y a tout à coup on devient des poissons qui deviennent des êtres humains et c'est un choc terrible, mais vraiment terrible, atroce. Et si il n'y a pas les bras de la mère et éventuellement le sein de la mère pour réconforter, pour dire regarde ce que tu vas vivre, il y a aussi ça, il y a aussi cet amour incroyable, il y a aussi cette vibration d'amour, ce contact sur cette peau, sur cet enveloppement. S'il n'y a pas ça, t'as pas la force de vivre en fait. C'est trop atroce, tu viens de quitter un paradis. Ouais. Donc bon. Ouais, c'est violent. Voilà. C'est la blessure originelle. C'est la blessure, je pense que c'est la violence originelle, elle est là. C'est ce que racontent tous les textes sacrés, donc j'ai rien inventé. Et puis vraiment, quand tu lis c'était Frédéric Le Boyer qui parlait beaucoup d'accoucher avec le sacre de la naissance. Moi, je suis terrorisée par la naissance qui est traitée un petit peu comme a été traitée la maladie cette dernière année, cette ultra-médicalisation de la naissance, alors qu'on est dans un passage sacré. Aujourd'hui, on provoque des naissances et on s'offusque qu'on pourrait provoquer des morts. Mais pour moi, il n'y a pas tellement de différence entre provoquer une naissance ou provoquer une mort. C'est vrai qu'on sent bien qu'il y a un cours de la vie. Et pour moi, la différence avec la mort, c'est pas la vie, c'est la naissance. La vie, elle est éternelle, et puis il y a des cycles de mort et de naissance. Et c'est vraiment des passages. Et c'est important de faire en sorte que ces passages soient sacrés. Et je pense que la société aujourd'hui est en manque de rituels de sacralisation de ces passages, notamment pour des gens qui m'intéressent beaucoup, qui sont les adolescents. Oui. Ça, c'est une autre de tes thématiques chéries. Je le disais en introduction, tu as fait plusieurs films dans ce lien aux adolescents. Toi-même, tu es mère, donc tu as vécu aussi ce lien aux adolescents. Comment tu les as vécus, d'ailleurs, les adolescences de tes enfants? Il y en a peut-être qui sont encore ados? Non, mais mes enfants sont devenus des gens. Ils sont passés à l'âge adulte. Vos parents ne sont plus vos parents. C'est moi peut-être qui ai un peu plus de mal à devenir adulte. Et en fait, si j'aime autant les adolescents, c'est parce que je pense que il n'y a pas encore en moi totalement la flamme de l'adulte aussi. J'ai une grosse part adolescente en moi, qui est un âge que j'adore, parce que c'est l'âge où on n'est pas encore enfant. Comme moi, j'ai jamais été vraiment enfant. C'est pas un âge qui me manque. Et puis, on n'est pas encore adulte quand on est adolescent. Il y a ce moment où on se découvre
plein de vie, avec toutes les hormones sorties, avec cette libido incroyable, avec ces accès hormonales folles. Et il y a un petit peu ça, je trouve, au moment justement de la ménopause aussi, où tout à coup c'est un nouveau passage. C'est-à-dire que vraiment le corps de la femme est un lieu de passage, quoi. C'est comme c'est la gare de Lyon à 18h, quoi. C'est un truc. Il est aussi chez les hommes, mais de manière moins visible. C'est moins visible et puis ils ont pas nos cycles, donc eux ils remettent pas tout sur le tapis tous les 28 jours. Hein. Donc ils ont l'impression comme ça d'une espèce de continuité merveilleuse. Et encore tous les 28 jours, au sein même de ce cycle, on a des sous-cycles. On a des sous-cycles et des soucis avec aussi. C'est ça. Et ce lien, tu dis que tu vois pas beaucoup d'adultes heureux, c'est aussi pour ça que tu t'intéresses à l'adolescence. Oui. Parce que je pense que nous, on a fait ce qu'on a pu, mais on a un petit peu raté ma génération. On a fait un peu toutes les bêtises. Tu vois, je suis née à la fin des années 60, donc j'ai vécu de plein fouet le sida, les années 80, 90. J'ai eu la chance de vivre aussi un peu les années 70, qui était quand même une petite parenthèse un peu heureuse. Je me rappelle du choc pétrolier. Enfin, c'est pour dire que. Et puis j'ai vécu sans Internet beaucoup. J'ai eu le début des téléphones portables, même le bebop, c'est pour dire. Oui, je m'en souviens aussi. On est de la même génération. Moi, j'adore regarder dans Paris les petits autocollants bebop. Je me dis, écoute, c'est la France, ça a collé des autocollants à un moment où on sentait bien qu'il allait se passer des trucs plus intéressants que le bebop, mais bon, on a continué à coller les autocollants. Et même l'ancêtre qui s'appelait aussi le tam-tam. Le tam-tam, mais le tam-tam, il avait sa petite utilité. Le bebop, franchement, c'est un peu plus... ils l'ont poussé vraiment, quoi. Mais on sent bien que aujourd'hui, une adolescence qui est confrontée directement à Internet, aux réseaux sociaux, etc., c'est pas la même adolescence. Et je trouve que on a une énorme responsabilité, nous les adultes, envers les ados d'aujourd'hui, et qu'on les traite un peu comme nous quand on était ados, mais on avait une douceur de vivre qu'ils n'ont plus. Et je trouve qu'on traite ça un petit peu par-dessus la jambe, et ce sont... j'entends souvent les gens, c'est eux qui vont payer nos retraites, mais au-delà de même ça... comment on les aide? Comment on est là pour dire excusez-nous, on vous laisse un monde qui est moche, qui est pollué, qui est pas tellement plein d'avenir, et comment je peux faire pour t'aider? Et personne pose vraiment cette question-là, quoi. Mais nous, on était d'une génération, ça va faire ancienne combattante, mais on nous parlait, moi je me souviens, mes grands-parents nous parlaient de la guerre, donc on était plus tournés vers un passé abominable qu'un futur abominable. Au contraire, le futur était radieux. Était mieux déjà. L'avenir était radieux. Oui. On sentait bien que... Enfin, on avait un petit peu peur de la guerre nucléaire, mais on se disait de toute façon, s'ils appuient sur le bouton, ça va durer 2 secondes, on va pas vraiment souffrir. Donc ça faisait même pas peur, en fait, la guerre nucléaire. On disait, si ça arrive, on va tellement mourir que c'est pas grave, quoi. Eux, c'est vrai que je suis effrayée par le nombre de jeunes aujourd'hui qui veulent plus faire d'enfants, qui veulent plus croire en l'avenir, etc. C'est vrai que il y a quelque chose de très sombre qui s'est abattu sur eux et le confinement a pas du tout aidé à ce qu'ils se sentent mieux. Et puis en même temps, ils ont aussi la chance d'être très en lien avec leur intuition. Je me dis, ces jeux vidéo qui proposent aussi beaucoup de violence, etc., ça propose aussi beaucoup d'intuition, d'être relié vraiment à l'instinct et à l'intuition. Et comme je crois beaucoup, moi, en l'instinct et l'intuition, je me dis, c'est peut-être une génération qui va un peu moins être dans le il faut, et c'est comme ça que, et qui va être dans une instinctivité qui va les amener beaucoup plus proches de ce qu'ils sont eux-mêmes. Et qui font leur auto-analyse très jeune. Hein. Ouais, très jeune. Moi, je vois la conscience des jeunes. J'ai pas souvenir. Pourtant, à l'époque, je semblais peut-être être une ado, déjà se poser en grand questionnement, etc. Mais alors, quand on voit cette génération, je trouve c'est fou. Ils n'ont pas eu le choix, en fait. Oui. Ils n'ont pas eu le choix, mais il y a trop de choses. Je trouve que les algorithmes qui s'infiltrent dans leur vie malgré eux, on peut regarder derrière vos écrans de fumée qui en apprend quand même pas mal pour comprendre à quel point aujourd'hui on n'est plus du tout libre, même de son temps libre. Qu'est-ce que ça veut dire un temps libre? C'est un temps où on a le nez sur les écrans. Il est plus libre, le temps. Et si le temps n'est plus libre, alors nous-mêmes, on n'est plus libre. Ouais. Et ça, c'est terrible.
quand tu as parlé, parce que c'est un thème dont je parle beaucoup, mais parce que peu de parents sont au courant, 100% des enfants de 10 ans ont eu accès à la pornographie. Et la pornographie d'aujourd'hui, c'est de la torture. C'est un truc atroce. Et en fait, ils ne peuvent pas se construire. Il y a nulle part où l'amour est beau, quoi, en face d'eux, où la vie est belle. Et je me sens très responsable de ça. Un peu moins du changement climatique, mais ça, vraiment, je sais que je peux faire quelque chose. C'est ça qui te donne envie de raconter des histoires belles, justement. Feel good, on pourrait dire. Ouais, c'est important de se rappeler à l'amour, vraiment. Et moi, je suis là pour ça. Chaque fois qu'on me propose des boulots où je pourrais mettre en scène un crime, je dis hop. C'est même pas en rêve, il y a d'autres gens. Et je suis effarée, moi, à mon époque, on appelait le film de genre le film de violence. Oui. C'était un film de genre, il y en avait environ 10-15%. C'était vraiment un film de genre, il y en avait un tous les 2 mois au cinéma qui sortait. Et tout le reste, c'était des films sociaux, ou alors des comédies romantiques. Aujourd'hui, pour trouver une comédie romantique, c'est très, 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 très compliqué. En revanche, il n'y a que des résolutions de crimes, des trucs qui font peur, parce que justement, ils sont tellement... ils ont une telle carapace à l'émotion et à la sensation que ils ont besoin d'aller encore plus loin pour ressentir. Et ils ne vont ressentir que dans plus de violence. Et en fait, on a l'impression que plus d'amour à ressentir, ça passe plus. Et ça me fait beaucoup de peine. Ouais, moi aussi, ça me fait de la peine quand je t'entends et je le vois vraiment dans ces générations. Je fréquente beaucoup d'ados pour en avoir à la maison et donc toute une tribu autour et c'est exactement ça. Et je leur dis toujours, qu'est-ce que ça vient nourrir chez toi ? Ils disent, mais tu sais, toi, quand tu regardais des films à ton époque, tu faisais pas la différence entre la réalité et le film. C'est vrai, moi, je rentrais dans les films comme si c'était ma réalité, quoi. C'était abominable, donc effectivement, je m'en éloignais. Et ils n'ont pas ça, ils ont vraiment, on sent, cette carapace émotionnelle dont tu parles. De passer sa vie devant les écrans, on se crée un écran aussi. Mais le problème, c'est que du coup, le ressenti en est complètement bouleversé. Et c'est pour ça que je rappelle quand même que pour consentir, il faut d'abord sentir. Et les gens, ils ont l'impression que le consentement, c'est juste de dire oui, non. C'est d'abord de sentir si c'est OK ou pas, et après de dire c'est OK. Et de il faut d'abord sentir. Dans le corps. On ne peut pas consentir si on ne sent pas d'abord dans le corps si c'est OK ou pas. Et c'est pour ça que je suis très, très, très en colère contre l'éducation nationale qui ne fait rien pour nous réapprendre à sentir. Parce que tout le reste, en fait, tu tapes en un clic, tu es au courant de tout. Tu veux savoir comment s'est passée la guerre, tu veux savoir comment s'est passée l'histoire, tu vas regarder en l'espace d'1 heure, tu vas pouvoir voir des films, des vidéos, des Wikipédia, ce que tu veux. Tu vas, grosso modo, tu vas faire le tour. Le savoir extérieur, il n'est pas difficile d'accès. Le savoir intérieur, il est de plus en plus difficile d'accès. Parce que on a volé consciemment l'attention et l'intention de nos enfants avec les algorithmes qui s'infiltrent comme dans une fuite d'eau de salle de bain et c'est en train de moisir sur leur pauvre petite carapace à peine formée pour justement leur faire créer du manque, pour pouvoir consommer, pour se sentir toujours dans une addiction à plus d'images, plus de plein de choses en fait, plus de pornographie, plus d'images, plus de soi-disant liens, mais qui sont des liens d'écran. Et c'est vraiment des écrans de fumée, faut faire attention à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça ? Je pense qu'il faut vraiment se protéger des écrans quand ils sont petits. Et moi, c'est pas quelque chose que j'ai fait, mais j'ai encore eu des enfants où c'était le début. Entre deux, oui. Entre deux, c'est vrai que aujourd'hui, je prends le train avec plein d'enfants dans le train. On n'entend plus un enfant crier. Ils ont tous un casque, un iPad, et franchement, si j'étais maman aujourd'hui, je ferais ça. C'est chiant d'avoir un enfant qui crie pendant 3-4 heures dans un train. C'est horrible pour les autres, c'est horrible pour soi, il faut le calmer, etc. Enfin, c'est vraiment dur. Mais je crois qu'il faut résister à ça parce que on est devenu, en fait... avant, on allait miner du charbon, puis du pétrole, de l'or, etc. Aujourd'hui, on mine l'attention des êtres humains. C'est ça. Et en fait, on est passé du capitalisme au cannibalisme, puisque nous sommes nous-mêmes aujourd'hui
ce que l'on mine. Alors ça se voit pas, c'est pas des mines à ciel ouvert comme on avait dans le Nord avec les mineurs qui ressortent la tête toute noire, mais on a la tête toute noire de tout ce qu'on a vu sur les écrans et en fait on prend jamais l'air. Et encore une fois, le temps libre, c'est du temps où on a les yeux baissés sur un écran et c'est compliqué de plus avoir les yeux à la bonne hauteur. C'est clair. C'est clair, à la fois c'est anxiogène, hein. Quand on t'entend, on se dit c'est mal parti, et en même temps, l'humain est aussi, moi j'ai confiance, et l'amour permet ça aussi, dans ses ressources, dans son intuition, dans ce qui est bon pour lui. C'est vrai qu'on voit aussi que les enfants reconnectent très vite avec la nature. Dès qu'on les réintroduit dans la nature de manière sans écran, etc., tout de suite ça se fait, parce que c'est en nous, quelque part. C'est complètement en nous. Je pense que c'est une des grandes révélations de ce confinement, c'est que les gens se sont rendus compte qu'ils n'avaient rien à foutre en ville, en fait. Ils étaient dans une énergie qui ne correspond pas à l'état naturel de l'être humain. Et ça, tous les gens qui vivent en ville s'en sont rendus compte, vraiment. Parce que, alors c'est vrai que la ville c'est merveilleux quand ça offre des restaurants, des lieux de culture, des choses comme ça, c'est génial, mais rien ne vaut une balade en forêt, en montagne. Et on voit beaucoup de jeunes aussi qui font beaucoup de sport extrême parce qu'ils ont toujours cette recherche de l'extrême. Ils y ont été habitués avec tout ce qu'ils ont pu voir et puis ils vivent à 100 à l'heure à l'intérieur d'eux. Ils ont tellement d'informations. Tu te rends compte qu'ils sont vraiment... c'est comme une éponge et ils ont... nous, à notre époque, notre éponge, elle prenait peut-être 3 informations par jour. Eux, ils en prennent peut-être, je sais pas, 2500, 5000. Enfin, c'est incroyable la différence. Donc, justement, comment se désinformer ? C'est ça un peu la question. C'est ça. Et, le temps machine n'est pas le temps homme, hein, ouais. Organique. Bah, surtout le temps machine, aujourd'hui, c'est de la nanoseconde. Hein. Ouais. Donc, voilà, ça c'est encore un autre sujet. Le trading à la nanoseconde, l'économie à la nanoseconde. Ouais. On ne peut pas suivre. On ne peut pas suivre, c'est pas notre système, nos cellules ne sont pas programmées pour suivre ça. Non, enfin nos cellules... En fait, moi j'ai une théorie, mais je ne l'ai pas encore... J'aimerais bien d'ailleurs, si quelqu'un a réussi à le prouver. En fait, tout comme la lumière est une vitesse, je pense que l'amour est une vitesse. Tu vois, donc la vitesse de l'amour est la plus grande vitesse de l'être humain sur la Terre, je pense. Je pense que l'amour est la vitesse la plus juste avec laquelle on peut réagir sur Terre. Et c'est en ça que l'amour est intéressant, parce que c'est une vitesse qui transforme encore plus vite que la nanoseconde tout ce qui est autour, passé, présent, futur, soi-même et toutes les générations passées et futures. Donc c'est en ça que l'amour, c'est vraiment important de s'y relier. C'est pas l'amour, oh j'ai rencontré un mec, il est trop beau, je l'adore. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est c'est l'énergie du vivant, cette position juste, merveilleuse, qui est un petit peu symbolisé par le milieu de la croix, en fait, où c'est le temps vertical et le temps horizontal qui se rencontrent. Et c'est ça l'amour, en fait, pour moi. C'est ce petit point merveilleux qui, en un instant, englobe toute la réalité possible. Et quand c'est juste, et l'amour est toujours juste, ça transforme tout sur son passage. Et c'est d'une puissance... parlait du point oméga. Voilà, quand tu dis ça, j'entends le point oméga. C'était le grand maître de Dalida, Teilhard de Chardin. C'est vrai ? Ouais. Elle a même, dans une chanson, elle parle de lui. Elle fait « C'est vrai que... nanana. » Bon, je me rappelle jamais des paroles des chansons. « C'est vrai, c'est vrai. » Et elle parle de Teilhard de Chardin dans cette chanson. Waouh. C'est ce point oméga, c'est Dieu en fait. Hein. Ouais. Quel que soit le nom, hein, c'est l'innommable. Hein. La substance infinie, peut-être dirait Spinoza, c'est vraiment ça. C'est ce point... Je me souviens dans le livre de, comment il s'appelle, Eben Alexander, qui est ce neuropsychiatre américain, qui raconte son expérience il a eu une expérience de mort imminente et à un moment il fait un saut en parachute et le parachute ne s'ouvre pas et il faut qu'il ait un réflexe et ce réflexe vient d'ailleurs. Voilà, tous ces récits où en fait il y a cette fulgurance d'une vitesse qu'on ne connaît pas, enfin qui nous traverse, qu'on vit en tant qu'humain, mais qu'en fait, voilà, qui n'est pas nommable presque. Toi, tu viens de l'appeler l'amour, cette vitesse, mais... Je pense que c'est la vitesse de l'amour, oui. J'en suis sûre même, hein. J'ai aucun doute. Après, je suis pas assez physicienne ou neuropsychiatre ou je sais pas quoi pour le prouver, mais je sais que la vitesse de l'être humain, c'est l'amour. Voilà. C'est la nôtre.
Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, et dans ton roman qui ressort en version poche, là, qui vient tout juste de paraître en poche chez Pocket, tu parles du sujet de l'invisibilité des femmes de plus de 50 ans, qui est aussi un combat. Hein. On sent que tu es une combattante, je disais, une guerrière de lumière. En fait, j'aime pas les mots combat ni guerrier, parce qu'il y a aussi cette polarité de violence et de mort. Mais on a du mal à mettre des mots pour dire ceux qui s'engagent quelque part. C'est le chevalier. Il faut parler du chevalier. Je suis la chevalière. Tu es une chevalière, voilà. Une Amazone. Une chevalière. Alors les Amazones, elles se coupaient un sein. Elles ont le sein mutilé quand même. Ouais. Alors la chevalière, voilà, de lumière. Mais le chevalier, est-ce qu'on le voit en tant que combattant quand même? Toujours un peu quand même dans l'archétype. Alors ce sujet de la vie en ose, de l'invisibilité des femmes depuis de plus de 50 ans, enfin à peu près, qui correspond évidemment au passage initiatique de la ménopause. J'avais eu la chance de tomber sur une gynécologue qui m'avait dit, vous savez, dans ménopause, il faut entendre pause. Et c'est vrai que c'est un âge où, en général, on a élevé les enfants, et c'est pas mal de faire une petite pause. De se dire, j'ai bien travaillé, déjà de se remercier, si possible d'être remercié par ses enfants, son mari, les gens autour, parce qu'on s'en est bien occupé. Et puis de faire une pause et de se dire, là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et moi, j'aime pas trop parler en fait de l'invisibilité des femmes de 50 ans, parce qu'en fait, elles sont invisibles parce qu'elles ne se voient plus elles-mêmes. C'est leur propre regard. Elles se disent, voilà, j'ai plus d'enfants le matin à nourrir avant d'aller à l'école. Ils sont partis de la maison. Souvent, quand il y a un divorce sur 2, mon mec est parti aussi. Pourquoi je vais me lever? Pourquoi je vais m'habiller? Pourquoi je vais sortir si j'ai pas de boulot en plus? Voilà, qu'est-ce que je fais? C'est comme un homme qui a travaillé toute sa vie, qui se retrouve au chômage du jour au lendemain. Bon, ça, c'est mieux vu dans la société. En tout cas, c'est mieux compris. On comprend mieux qu'un homme qui se retrouve au chômage à 50 ans ou 55 ans, c'est dur pour lui. C'est pareil pour une femme qui a été que maman et puis qui se retrouve du jour au lendemain sans boulot, sans fonction. Mais en fait, c'est ça le pitch de ton roman. Hein, c'est on n'est l'histoire pas une d'Alice, fonction. Voilà. On n'est pas une fonction. On est un être. Et comment on peut passer de la fonction à l'être? Et c'est ce passage-là que je raconte. Et en fait, c'est simplement, à mon avis, la clé, c'est le ose. C'est oser. Oser être qui on est vraiment. Alors, il faut oser se poser la question, qui suis-je vraiment? Et puis, en avoir un peu rien à foutre du regard des autres. Et moi, je suis très contente de vieillir pour ça, parce que c'est vrai que entre 20 et, on va dire, 45 ans, on veut, surtout quand on est une femme, être un peu jolie, plaire, être aimée. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, et ça dépend beaucoup des autres, du regard des autres. Et puis tout à coup, j'ai lâché ça. Je sais pas, c'est venu avec l'âge, justement. Et ce qu'on peut penser de moi, vraiment, je m'en fous. Et même les gens qui m'aiment pas, t'avais l'impression que c'était plus... quand on me disait celui-là il t'aime pas, ça me faisait mal dans mon cœur. Je me disais mais c'est horrible, qu'est-ce que je lui ai fait? Non, il faut absolument qu'il m'aime, je vais essayer de faire des efforts. Non, j'autorise les gens à ne pas m'aimer, quoi. C'est ok. Et à partir du moment où ça c'est ok, en fait on se relâche de plein de problèmes. Oui. Tu vois, il y a plus de problème à pas être aimé, en fait. C'est ok. Mais moi, c'est un âge que j'adore parce que du coup, je sais que les gens qui m'aiment aujourd'hui, c'est des vrais gens qui m'aiment depuis ou longtemps. Ou alors ceux qui vont m'aimer, qui me connaissent pas, ils vont vraiment m'aimer moi. Ils vont pas m'aimer parce que je suis jolie ou que peut-être ils pourront coucher avec moi ou des choses comme ça. Il y a un véritable tri qui se fait que j'étais peut-être pas capable de faire quand j'étais plus jeune. Parce que justement, je voulais plaire, je voulais qu'on m'aime, etc. D'ailleurs, j'y repense, c'est drôle parce que notre échange a commencé comme ça. Tu m'as envoyé un petit message par Instagram en disant « Ah, j'adore Métamorphose, j'adorerais un jour être dans Métamorphose ». Et alors moi, j'étais ébahie en disant quoi, elle, la grande réalisatrice, etc., que j'admire, elle voudrait être dans Métamorphose. Et je t'ai répondu « Ah, moi, j'adorerais un jour jouer dans un film, mais je crois que je suis trop vieille aujourd'hui pour ça. » Et tu m'as dit « Mais justement, moi, j'aime bien faire jouer des femmes qui sont plus âgées, parce que dans mes films, voilà, ça me... » je parle de moi, donc forcément, les héroïnes grandissent avec moi. C'est ça. Ah, il reste les ados, quand même. Oui, ils ont toujours les ados, les générations qui restent aussi. Ouais. Il y a un peu des deux. Alors, elle dit, cette Alice, c'est le nid vide. Pour elle, c'est le meilleur endroit pour prendre son envol. Alors ça, j'adore cette phrase. C'est une phrase qu'on a trouvée pour... c'est la fameuse 4e de couverture pour donner envie. Mais c'est vrai que
un nid vide, bah, du coup, on peut enfin s'envoler de ce nid, alors qu'avant, il fallait être là. Je sais pas si vous avez déjà vu une maman oiseau qui est obligée d'aller nourrir ses petits qui viennent de naître. C'est atroce, hein. Elle passe sa journée à faire des allers-retours pour leur donner la béquille. Ils sont là toute la journée, comme ça, avec le grand bec ouvert. C'est ultra mignon. Mais moi, je regardais, c'est comme ça que j'ai beaucoup appris, justement, en regardant les oiseaux. Je me disais, mais c'est horrible, en fait, d'être mère. On est toute la journée en train de voler à droite à gauche pour pouvoir aller nourrir des gens qui continuent quand même à réclamer. Et c'est normal, c'est la nature. Mais il y a un moment, quand le nid est vide, bah déjà tu peux te poser, écouter, regarder ce qu'il y a autour, puis laisser faire. Votre invité d'avant, là, qui disait laisser faire l'amour, je crois qu'il n'y a rien d'autre à comprendre et à savoir que ça, quoi. On parlait avec Éric Grangin de l'amour. Tu dis aussi que l'amour est la clé de notre incarnation, justement, qu'elle est l'expression matérielle de l'amour, et tu as ressenti ça quand ta maman est partie, en fait. En fait, elle m'a fait ce merveilleux cadeau, parce que c'est vrai que j'ai pas eu la chance d'avoir une maman avec qui ça se passait très bien au niveau de l'amour. Elle était vraiment pas méchante, mais elle ne savait pas aimer. Et elle n'était pas intéressée par les enfants. Elle avait du mal à s'approcher des enfants, en fait. C'est-à-dire que ce soit moi, mes frères et sœurs, mes enfants, les enfants de mes frères et sœurs. Elle a jamais été intéressée, à la limite un tout petit peu par les bébés. Mais très vite, elle se lassait de ça. Elle n'était pas du tout en lien avec l'amour maternel, l'amour grand maternel. Enfin, tout ça, ça faisait pas partie de ses fonctions. Elle avait d'autres qualités, mais ça, pas du tout. Et c'est vrai que être l'enfant d'une mère qui n'est pas très aimante, c'est terrible. C'est vraiment, ça crée un manque absurde et terrible. Et en plus, on a l'impression que c'est de notre faute, quoi, qu'on n'est pas aimable. Donc il y a un grand escalier à monter juste pour arriver à soi, déjà. Alors que dès qu'on est aimé par une mère, on sait qu'on a le droit d'être sur terre, tu vois. Alors que moi, ça a été compliqué, ce truc-là. Donc ça a créé beaucoup de dépression, beaucoup de tristesse, beaucoup de mélancolie, etc. Et puis j'ai eu la chance d'être là juste avant qu'elle meure. Et d'abord, elle était un peu inconsciente, donc j'ai pu prendre sa main. Et en prenant sa main, je me suis rendu compte que c'était la première fois que je lui prenais la main. Et là, j'ai senti toute l'étendue du manque, en fait, que j'avais eu. Puisqu'avant, je lui avais jamais pris la main, donc je ne connaissais pas ce contact. Et tout à coup, en prenant sa main, et elle se débattait pas, elle l'enlevait pas, j'ai senti à quel point j'avais besoin, moi, de cette main-là, et qu'elle n'avait jamais été là pour moi, mais qu'elle était là, finalement, pour moi, à ces derniers instants. Et donc, j'ai pu recontacter, mais les cellules de mon corps ont recontacté les cellules de son corps. Et ça, c'était merveilleux. Et puis, tout à coup, elle est partie. C'est-à-dire que, grosso modo, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un meurt? Il arrête de respirer. C'est aussi bête que ça, mais tout à coup, c'est quelqu'un qui n'est plus respirant. Il rend son dernier souffle. Il rend son dernier souffle. Alors souvent, je me suis dit, à qui rend-on l'âme? C'est vraiment une autre question que j'aimerais bien explorer. Et visiblement, on rend l'âme à l'être. Mais et tout à coup, j'ai été submergée par son amour. Mais vraiment, c'était pas mon amour pour elle qui s'exprimait ou moi qui étais triste, j'étais même pas triste. J'ai ressenti son amour pour la première fois de ma vie au moment où elle est partie. Et la chambre était imbibée de cet amour. J'étais avec mes enfants, mes frères et sœurs. C'était magnifique et en tout cas, mon cœur s'est complètement ouvert à son amour. Et j'ai comme entendu, ressenti qu'elle me disait, mais c'est pas avec des mots, c'était avec la vie. Quand la vie tout à coup t'informe, comme une intuition, tu vois. Et j'ai senti qu'en fait, son corps matériel était comme une carapace en ciment qui ne laissait pas passer l'amour, mais que quoi qu'il arrive, on est des êtres d'amour. Mais selon notre matérialité, on a plus ou moins ou des baies vitrées, ou des petites fenêtres avec des barreaux, ou pas de fenêtres du tout. Et en fait, l'amour ne peut pas passer. C'est-à-dire, est-ce que c'est une passoire qui n'a pas de trou, et auquel cas, on le recevra jamais? Est-ce que c'est une passoire multi-trous, et auquel cas, on en recevra beaucoup? Et en fait, la mort permet le passage de l'amour, tout comme la naissance permet le passage de l'amour, tu vois. Et en fait, la matière bloque l'amour. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on est toujours en train de lutter entre cette matière corps incarnée, l'incarnation, et cette non-incarnation qui est l'amour. Mais en fait, l'âme
c'est de l'amour qui s'incarne dans un corps, quoi. En fait, c'est la blessure ou le corps qui ne laisse pas passer? Je pense que c'est la matière. En fait, la matière, elle est tellement informée. Ces informations-là, c'est comme si vous êtes dans une pièce et qu'il y a à la fois un enfant qui crie, la télé qui est in, de la musique à fond, etc. Vous n'allez pas pouvoir entendre le silence. Alors que le silence est quand même là, tu vois. Eh ben, l'amour, c'est un peu pareil. L'amour, c'est comme le silence de l'être. Le silence de l'être, c'est de l'amour, tu vois. Mais il y a tellement de matière autour, tellement d'informations, qu'on ne l'entend plus, on ne le ressent plus. Et plus on a une matière qui bloque l'amour, moins c'est facile d'être au monde, quoi. Mais cette densité corporelle qui bloque l'amour, elle vient d'où? Elle vient de la blessure, d'une forme de blessure, qu'elle soit karmique, transgénérationnelle, peu importe. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Hein. Je veux dire, quand on sait que l'utérus des femmes porte à la fois les informations transgénérationnelles, je pense que dans chaque famille, il y a au moins, au niveau des grands-parents, un mariage forcé, un viol. Encore aujourd'hui, il y a un enfant sur 4 qui est abusé. Donc c'est pour dire que tous ces abus, toutes ces violences, plus les guerres, vous imaginez les hommes qui portent en eux la mémoire de quand ils ont dû aller tuer des gens, être tués à la guerre, etc., etc. Bon, bref, on a une mémoire de violence et de peur qui est phénoménale. Et donc quand on vient au monde dans cette carapace, parce qu'on sait qu'on va avoir à se protéger de tout ça, c'est compliqué de laisser passer l'amour. Pour laisser passer l'amour, il faut plus avoir peur. Et pas avoir peur, c'est pas si facile que ça. Quand je t'entends parler, j'ai l'impression aussi de parler une forme de sagesse et une vieille âme, justement. Comme si tu avais eu 1001 vies antérieures avant et qu'il y a une forme de sagesse. Il y a aussi des process ou des protocoles ou tu parlais de stage avec Jean-Yves Leloup. Est-ce qu'il y a des choses dans cette vie-là qui ont vraiment changé ta vie, des expériences qui ont enlevé une forme de peur, peut-être? En fait, je savais que ma mère allait mourir et j'ai voulu un peu me préparer, bizarrement. Et c'est le moment où j'ai décidé d'aller faire Vipassana. C'est-à-dire que c'est 10 jours de silence complet où on ne peut ni lire, ni écrire, ni parler. Et il y a 8 heures de méditation par jour. Et j'ai été confrontée vraiment à qui je suis quand je ne suis rien. Et quand je ne fais rien, surtout. Qu'est-ce qu'il y a de moi qui est vivant quand ça ne s'exprime pas par du faire? Et ça dure 10 jours. Pendant 7 jours, j'ai pleuré, en fait. Et pendant 7 jours, je pensais à m'enfuir tous les jours. Je me dis, il faut que je trouve un moyen, quelqu'un, je vais faire du stop. Enfin, tous les jours, j'élaborais des stratégies pour échapper à ce rien. Et en fait, ce qui fait peur, c'est rien. C'est ça qui est dingue. Voilà. Et ça t'a changé? Ça a tout changé parce que du coup, je n'ai plus peur de rien. Ça me fait penser à une phrase que tu dis dans un de tes livres. Pour se remettre à l'endroit, il faut marcher à l'envers. Dans ton roman Éloge du silence pendant l'amour. Ah, je me rappelais pas que j'avais dit ça. Ouais. En fait, quand j'écris, j'écris pas. Je suis passage. Ouais, t'es traversée. Je suis traversée et j'écris des choses. Parfois, je me relis et je me dis, mais qui a écrit ça? Ouais. Et je sais que c'est moi, hein, parce que t'étais bien là, oui. Je pompe pas les livres aux autres gens, mais c'est vrai que. Mais c'est vrai que parfois, même dans la rue, je marche à l'envers parce que c'est une autre sensation. Et ça permet de remettre le corps à l'endroit. C'est assez bizarre. Il faut que les gens essayent de marcher parfois. Alors, c'est mieux de le faire sur une plage où il y a personne, hein, parce que du coup, tu vas te buter dans moins de poteaux, de gens et de choses comme ça. Mais marcher à l'envers, en fait, on se remet à l'endroit, bizarrement. Ça permet parfois de remettre en cause nos croyances, peut-être? Aussi, ça permet de voir le derrière comme devant et le devant comme derrière. C'est intéressant à faire, ouais. Oui. J'avais dit quand même qu'on parlerait de ce terme que tu as inventé. On l'a dit aussi dans le petit teaser sur la gynophobie. Comment ça t'est venu? Tu as écrit un livre, un collectif, tu as mené un collectif sur le sujet. Toi, la combattante, pour le coup, sur ce thème. En fait, j'étais complètement figée par le fait que justement 50% de l'humanité soit traitée comme une sous-humanité. Et en plus, c'est nous qui donnons naissance à l'humanité. Tu vois, je me dis, mais c'est quand même bizarre que les femmes, on devrait être vénérées. Je veux dire, on offre notre corps 9 mois
souvent, à la moitié, c'est des hommes qui sont dans nos corps, qui y vivent. Ils passent à travers quand même utérus, vagin, tout ça, c'est quand même un vrai passage, ça fait mal, quoi. Enfin, tu vois, la naissance, c'est un truc, faut y aller. Il y en a pas beaucoup des hommes qui s'ouvriraient en deux pour laisser passer des femmes, tu vois. Et c'est ce qu'on fait, nous, on se laisse ouvrir pour laisser passer la vie et ces hommes. Et après, on leur donne le sein, on les élève, on les nourrit, on les aime, on les cajole, etc. Et puis tout à coup, ils nous traitent mal. Et je me dis, mais c'est pas possible quand même, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est comme si tu te réveillais d'un mauvais cauchemar, en fait. Et je me suis dit, il faut vraiment que ça change. Et tout à coup, j'ai essayé de regarder les autres combats, tu vois, le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie. Et je me dis, mais pourquoi ils ont tous un mot parapluie qui englobe tout ? C'est-à-dire que si tu vas détruire une tombe dans un cimetière juif ou que tu vas traiter quelqu'un de sale juif, c'est pas du tout le même acte. Et pourtant, ça va être traité d'antisémitisme. Nous, si tu te fais emmerder au bureau parce que quelqu'un t'a mis une main au cul ou que tout à coup tu te fais tabasser par ton mari ou que t'es moins bien payé, on sent bien que ça a un rapport avec le fait d'être une femme. Mais dans un cas, c'est du sexisme, dans un autre cas, c'est de la violence conjugale, dans un autre cas, c'est une inégalité salariale. Ça n'a pas de mot commun. Je me suis dit, il faut absolument qu'on ait un mot commun, parce que sinon, c'est que des tout petits combats. Et en fait, tout le monde se disperse dans ce petit combat. On n'arrive pas à avoir une vraie force, comme une grande vague, pour dire, ça suffit. Il faut vraiment qu'on soit considéré à l'égal. Et pourtant, je pense pas que les hommes que les hommes et les femmes soient égaux dans plein de choses. On est différents et c'est ça qui est merveilleux, tu vois. Mais il faut qu'on ait un traitement de respect, tu vois. Moi, je suis pour la paix des genres. Je suis pas pour l'égalité des genres, mais pour la paix des genres, pour qu'il y ait vraiment une recherche de paix. Je me disais, mais si on n'a déjà pas de mots pour dire notre souffrance, tu vois, il y avait cette phrase d'Albert Camus qui disait on rajoute du malheur à tout ce qu'on ne peut pas nommer, tu vois. Et je me disais, mais si on peut pas nommer le malheur des femmes, on va jamais s'en sortir. Et je me suis dit, mais quel est ce mot ? Et donc, j'ai pris gyno qui veut dire femme et phobie qui veut dire peur, haine, mépris. Parce que pour moi, ça vient d'une peur, haine ou mépris de ce féminin. Et alors, le mot n'a pas du tout accroché. C'est-à-dire qu'il y a eu grossophobie qui est passée dans le dico. Il y a eu se faire zlataner. Enfin, tu vois, il y a eu plein de mots inutiles. Mais ce mot-là, parapluie, n'est pas du tout... On m'a dit, il n'y a pas besoin d'un autre mot. Déjà, on en a plein, ça suffit. Vous faites chier les femmes, etc., etc. Mais tout ça, c'était avant MeToo. Et en fait, quand il y a eu MeToo, je me suis dit, finalement, c'était assez simple. Mais maintenant... tu vois, on peut dire MeTooisé, c'est le mouvement MeToo. Et dans MeToo, on voit bien que ça veut rien dire, hein, ça veut dire moi aussi. Hein, t'imagines bien que ça veut rien dire. Mais tout le monde comprend qu'il y a besoin d'un respect, il y a besoin d'une égalité, il y a besoin de quelque chose qui va nous mettre au même niveau. De conscience, j'espère, parce que l'égalité des droits, tu sais, moi qui ai beaucoup étudié en droit, on est enfin dans nos pays à nous, en tout cas, l'égalité des droits, ça fait longtemps qu'elle est là, mais ça ne change rien. En fait, c'est dans les cœurs que ça change pas, et c'est pas un combat, c'est chacun marche l'un vers l'autre. Mais c'est long parce que les hommes ont de plus en plus peur des femmes, justement. Ils ont et les femmes ont besoin d'exprimer ce besoin de pouvoir aussi. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que les femmes, elles ont envie d'être l'égale des hommes qui nous ont si maltraités. Au lieu de remettre en cause le paradigme qui a fait qu'ils nous ont maltraités, et de dire comment on crée un nouveau monde où on va être tous les deux tellement heureux. Et c'est ça un peu moi qui m'embête dans ces mouvements où on sent qu'il y a besoin de vraiment sentir le yang, le pouvoir, la puissance, mais d'une manière un peu revancharde, mais en même temps c'est de bonne guerre. Hein, il y a eu beaucoup de rancœur à l'intérieur qui sortent. En fait, là, on est plus dans l'expression de la rancœur que dans la recherche du pont d'amour, quoi. Il y en a qui nous invitent, je pense à un de mes invités, Jérôme Oliveira, qui nous invite à créer le pays de l'extase, ou Alexandre Jardin, qui nous parle d'amour avec toute sa flamme et sa fougue. En conclusion de ce podcast, Lisa, qu'est-ce que tu as envie de transmettre justement comme voie d'espérance pour les temps à venir ?
J'ai vraiment le sentiment qu'on a pas mal nettoyé l'air de rien, là, avec cette année un peu plus silencieuse, un peu plus calme, qu'on s'est rendu compte chacun à notre niveau de ce qui était un peu essentiel. Alors, il y a eu plein de choses qui ont été nommées par des gouvernements comme non essentielles, mais on s'est rendu compte que ce non essentiel nous était essentiel. Et chacun s'est un peu posé la question, qu'est-ce qui est essentiel ? Et encore une fois, je reviens à l'amour, mais qui n'est pas un sentiment amoureux, qui est vraiment la vibration juste de l'être humain. Et un peu à la manière des arbres, quand on voit leur tronc et qu'il y a les cercles à l'intérieur, comment on peut aller plus vite pour se retrouver vraiment au cœur de notre palmier, quoi. Vraiment être à la fois le centre et à la fois l'expression totale de qui on est. On n'est là que pour ça. Hein. On est là que pour ça. On restera sur cette conclusion. C'est très beau. Merci beaucoup, Lisa Azuelos. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je suis ravie de t'avoir reçue dans ce podcast. Et je peux que recommander ton roman, La vie en ose, qui vient tout juste de paraître en poche chez Pocket. Tu l'as même pas vu encore, je crois. Je l'ai même pas vu. Je l'ai même pas eu dans les mains. Et merci à toi, parce que c'est vrai que je t'ai découverte pendant le confinement et ça m'a tellement aidée. J'ai rencontré dans mes oreilles et j'adore écouter. Je trouve que c'est le meilleur endroit pour se faire pénétrer, justement, c'est par l'oreille. Avec douceur. Avec douceur, ça va directement au cœur. Et tes podcasts, ils sont merveilleux pour ça. Merci beaucoup. Merci, c'est adorable. On peut aussi revoir évidemment tous tes films et suivre ton actualité sur tes réseaux sociaux. Tu as un site internet où on peut retrouver ton actu ? Pas tellement. En fait, oui, je crois que j'ai un Facebook, j'ai un Instagram, mais c'est vrai que je m'éloigne un peu de tout ça parce que justement, ça prend beaucoup de temps et j'aime que le temps soit libre. Et libre, aujourd'hui, ça veut dire libre des réseaux sociaux aussi. C'est ça. Merci, Lisa. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre, issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.